Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, en public, à l'école alsacienne, devant un public nombreux, encore plus nombreux que d'habitude, ce qui est d'autant plus surprenant qu'il fait très beau et que Paris est coupé en morceaux par un semi-marathon qui rend les accès difficiles. Et donc, dans cet amphithéâtre Pierre Lamy, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Mais avant que nous nous livrions à notre exercice habituel, je vous informe d'abord que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 14 avril, et vous pouvez déjà vous y inscrire sur notre site, le nouvel esprit public sans séparation.fr, site sur lequel vous trouvez désormais un abrégé de nos conversations sous l'onglet « Lisez-nous » et sous chaque lien avec un de nos enregistrements. Et cette nouveauté, figurez-vous, a fait grimper de 48% les consultations du site sur lequel vous pouvez également trouver une rubrique chronique dans laquelle, depuis quelque temps, je me livre à l'exercice du billet d'humeur. Je vous signale aussi que nous sommes écoutés dans 144 pays. Aux États-Unis, où nous avons 8492 auditeurs, en Ouzbékistan, où nous avons un auditeur, que je salue et que je prie de bien vouloir nous donner de ses nouvelles. Par la liste diplomatique, j'imagine. On ne sait pas du tout, c'est ça le mystère. Peut-être qu'il est quelque part dans les montagnes sur un âne à nous écouter avec plus grande difficulté, ou peut-être qu'il est au contraire dans un de ces palais que la République française met avec générosité à la disposition de son corps diplomatique. Surtout en Ouzbékistan et dans les pays de ce genre. Nous avons 26 auditeurs au Mozambique, nous en avons 1991 en Allemagne, 131 en Argentine, 189 en Jordanie, 440 aux Émirats Arabes Unis, 23 en Iran, ceux-là doivent nous écouter cachés sous leur lit, 173 en République de Myanmar et 4892 au Royaume-Uni, bref, 144 pays. Ceux d'entre vous que ça intéresse n'ont qu'à demander la liste, on la leur donnera. Je pense qu'il est aussi également intéressant de noter que les internautes qui sont abonnés à notre podcast via Spotify, il y a plusieurs moyens d'être abonnés, il y a iTunes, il y a SoundCloud et il y a Spotify. C'est 12% de notre audience globale. Eh bien, ces 12% de notre audience globale, pour 69%, ils sont âgés de moins de 34 ans, ce qui semble montrer que le médium entraîne un changement de public, en tout cas une diversification, un enrichissement du public. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il est consacré au Brexit. On y trouve un article du romancier David Lodge qui explore les motivations profondes des partisans du Leave et un contre-pied de Marc Roche, dont le titre dit tout. Il est intitulé « La City vaincra ». Et le nouveau trimestriel que lance Le 1, Zadig, et qui est sous presse, comporte des articles de Christian Bobin qui raconte le Creusot, de Maëlys de Kerangal qui dépeint le Havre de son enfance, et on annonce une surprise signée de Marie Darrieussecq. Zadig a été soutenu par près de 4000 contributeurs via le site de financement participatif KissKissBankBank. J'espère qu'on a entendu dans ma voix la pointe de jalousie que j'y ai mise. Nous sommes nous-mêmes, pour l'émission d'aujourd'hui, soutenus par la plateforme de prêt aux entreprises October. October, depuis 2014, permet aux PME, en complément des banques traditionnelles, d'emprunter entre 30 000 et 5 millions d'euros directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels pour acquérir une entreprise, pour acheter de nouvelles machines, pour recruter, bref, pour financer leur croissance. Vous trouverez sur notre site, sous l'onglet partenaires, ou sur le site october.eu, toutes les indications qui vous permettront d'en savoir davantage, notamment sur la chasse à la paperasse que mène cette plateforme October. Et à ce soutien s'ajoute celui qui nous est cher, de nos abonnés que nous allons remercier. Et pour ma part, je remercie Jacques Clossat, Bruno Lafont, Sébastien Tirand, Bertrand Lotz,
et Jean-Baptiste Pons. Lucile. Et quant à moi, je remercie Jean-Baptiste Bonas, Antoine Scalabre, Dominique de Geoffroy, Christian Élichon d'Auborde et Henri de Castres. Marc-Olivier Padis. Mes remerciements s'adressent à Benjamin Abécassis, Jocelyn Guiton, Pierre Idiard, Franck Lelon et Philippe Bufflier. Jean-Louis Bourlange. Oui, eh bien, moi, mes remerciements, en votre nom à tous, vont à Henri Dutrecht, à Arnaud Béquignon, à Nicolas Albert, à Luc Fruchard et à Brigitte Clossat. François Bujon de l'Étang. Et moi, je remercie Léo Branly, Stéphanie Morel, Éric Conflans, Bertrand Murguet et François Arago. Merci à eux. Nous allons maintenant nous intéresser à la lettre du président de la République et aux différentes réactions en France et en Europe. Lundi 4 mars, Emmanuel Macron a fait paraître dans les médias des 28 États membres de l'Union européenne une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne ». Il y met en avant des propositions ordonnées en 3 thèmes, la liberté, la protection et le progrès. Le chef de l'État veut remettre à plat l'espace Schengen avec la création d'une authentique police des frontières communes et un office européen de l'asile. En matière économique, il souhaite une redéfinition de la politique de concurrence avec en corollaire l'affirmation d'une préférence européenne. Emmanuel Macron propose par ailleurs la création d'une banque européenne du climat pour financer la transition écologique, ainsi qu'une agence européenne de protection des démocraties contre les ingérences étrangères, notamment en ce qui concerne les élections. En France, ces propositions ont suscité une fracture à droite de l'échiquier politique. Dans les colonnes du Figaro, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a annoncé son soutien au président de la République, une prise de position qui, selon François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes, nécessite une clarification. Laurent Wauquiez s'est opposé à la renaissance européenne d'Emmanuel Macron en ripostant avec sa propre tribune publiée dans les colonnes du journal Le Monde ce samedi. De son côté, le parti de centre-droit Agir, qui s'est toujours défini comme Macron-compatible, a confirmé qu'il soutiendrait la liste de Rassemblement La République En Marche pour les élections européennes. En Europe, le volontarisme du président français est applaudi, mais les réserves s'expriment quant à l'hypothèse de réformer l'espace Schengen. Les premiers ministres belges, slovaques ou finlandais qui ont salué le texte de M. Macron se sont gardés de s'exprimer sur ce sujet. Et en Allemagne, les responsables de la CDU, du SPD et des Verts ont appelé le gouvernement à répondre aux propositions d'Emmanuel Macron. Le gouvernement hongrois a fait part de son scepticisme, tandis qu'en Italie, c'est par le silence qu'ont réagi les actuels dirigeants du pays. Une stratégie qu'ils avaient déjà employée la veille de la publication de la tribune, lorsqu'Emmanuel Macron avait accordé une interview à la chaîne de télévision italienne Rai Uno. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Il y a quelques semaines, l'élection européenne semblait se présenter comme un risque de vote sanction massif pour le président de la République. Aujourd'hui, l'arrivée de cette échéance se présente quand même plutôt comme une occasion de reprendre pied pour le président de la République et même de redonner un sens à son quinquennat, comme le montre cette lettre, le fait qu'il se reparte à l'offensive. Et il est effectivement en position de le faire, notamment parce que quand on regarde le profil des adhérents de La République En Marche, comme on l'a fait à Terra Nova récemment, il y a quelques mois, on voit que le projet européen est au cœur de l'engagement des adhérents de La République En Marche et plus largement probablement des électeurs. Ce qui veut dire que Emmanuel Macron s'appuie sur un mouvement qui est unifié par le thème européen, là où jusqu'à présent la plupart des partis, c'était le cas lors de la dernière élection présidentielle, étaient plutôt divisés sur le sujet. Et il s'adresse à des électeurs qui attendent des propositions sur l'Europe. Donc il est en situation de bénéficier d'une campagne forte sur l'Europe. Et sa lettre le place d'emblée dans une dimension européenne, puisqu'il s'adresse pas seulement aux électeurs français, mais à l'ensemble des Européens. Et on ne voit pas aujourd'hui de leader européen capable de faire une opération semblable qui aurait le même écho. Et cette lettre permet de donner les thèmes du débat, donc liberté, protection, progrès, avec des propositions sur lesquelles on va revenir. Mais on voit bien que ça le met en position
proactive, comme on dit maintenant, pour structurer le débat. Et notamment, c'était frappant que la lettre de réponse de Laurent Wauquiez se place de façon secondaire, en réaction et en réponse par rapport aux thèmes qui ont été mis en place par le président de la République. Donc Laurent Wauquiez dit il faut une Europe, il faut une autre voie pour l'Europe, mais il n'arrive pas à dire laquelle, sauf à se contenter d'espèces d'intermédiaires en disant c'est ni les États-nations ni l'Europe fédérale, mais ça c'est dans le fond assez redondant comme remarque, puisque c'est justement l'État même, la définition même de l'Union européenne aujourd'hui, ce n'est ni une fédération, ni simplement des États-nations, c'est un entre-deux. Qui est d'ailleurs assez créateur dans cette situation intermédiaire. Bon, cette lettre montre néanmoins aussi les faiblesses de la construction politique d'Emmanuel Macron, puisque, une fois de plus, tout repose sur lui. C'est lui qui lance les thèmes, c'est lui qui lance la campagne. On ne sait même pas qui sera le ou la candidate tête de liste pour ces élections. Et donc, une fois de plus, c'est lui qui est exposé pour ces élections. Alors, les difficultés de l'élection européenne, c'est assez simple, c'est de montrer les enjeux de l'élection, d'arriver à mobiliser son camp, cadrer le sens de l'élection et motiver les électeurs. C'est souvent ça qui manque et qui explique les taux d'abstention assez importants à cette élection. Alors, dans les thèmes qu'il a lancés et qu'a rappelé Philippe, je signale juste brièvement que la question du risque de manipulation de cette élection est un vrai risque. On l'a vécu sur le Brexit et les élections américaines, mais on voit qu'énormément d'acteurs sont, désireux de perturber cette élection, ce qui est particulièrement facile à faire dans le cadre d'une élection européenne, parce qu'il y a beaucoup de pays impliqués, et puis comme l'Europe est mal connue, c'est très difficile de diffuser des informations fausses ou induisant en erreur sur ce sujet-là. Ensuite, je pense qu'il s'est attaqué en fait directement au sujet le plus sensible aujourd'hui, qui est effectivement l'espace Schengen, c'est-à-dire en fait la gestion des frontières européennes. C'est le sujet le plus sensible aujourd'hui parce que c'est un facteur de division parmi les pays européens. L'espace Schengen, c'est un accord qui est très mal en point, puisque toute une série de pays en fait sont revenus sur les accords de Schengen, en particulier la France, depuis les attentats, en fait, a rétabli les contrôles à ses frontières. Donc nous n'appliquons plus les règles de Schengen qui veulent qu'il y ait en fait un espace unifié de circulation entre les pays européens, du moins ceux qui ont souscrit aux accords de Schengen. Donc c'est des accords qui sont mal en point et qui sont exactement, disons, sur la question la plus sensible qu'on a vécue ces dernières années, c'est-à-dire le problème du contrôle des frontières externes de l'Union, puisque la règle, c'est que, en fait, dans cet accord, ce sont les pays de la périphérie qui gardent les frontières de l'Europe. Et le texte dit qu'il faut une solidarité entre ces pays. Mais il y a la solidarité et il y a la géographie qui fait que, évidemment, l'Irlande et la Suède ne sont pas exposés de la même manière que l'Italie ou la Grèce. Et donc, les pays européens font pression sur les pays, notamment du pourtour méditerranéen, pour qu'ils contrôlent leurs frontières. Mais l'Italie et la Grèce ont bien du mal à le faire et plaident en un sens de bonne foi et à juste titre qu'ils n'ont pas été énormément aidés dans la crise des réfugiés. Et donc, ce qu'ils ont fait quand des afflux de population sont arrivés, c'est qu'en fait, ils les ont laissés traverser le territoire alors qu'ils étaient censés les répertorier. Et donc, tout ça a mis en crise le système de l'asile. Là aussi, je pense que Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut revoir complètement le système de l'asile en Europe. Reste à savoir ce qu'il entend par une agence européenne. Est-ce que c'est une agence qui serait simplement chargée de coordonner les différents offices nationaux qui gèrent le droit d'asile qui relève non pas de droit européen, mais d'une convention internationale qui est la Convention de Genève, et donc que chaque pays applique
pour lui-même. Et je pense que c'est assez important que cela reste de la prérogative de chaque pays, sachant qu'il y a des écarts extrêmement importants d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, l'OFPRA, qui est chargé d'examiner les demandes des personnes qui donc, font appel à elle pour faire valoir leur droit à l'asile. L'OFPRA est donc un organisme dont le directeur est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de compte à rendre sur son action au ministre de l'Intérieur, contrairement à d'autres pays où les ministres de l'Intérieur peuvent fixer, par exemple, les niveaux d'acceptation qui sont donnés, alors qu'en principe, l'asile, c'est l'examen d'une situation individuelle et non pas une politique d'immigration. C'est deux choses tout à fait différentes. Donc je m'arrêterai là, mais pour pointer que je pense que ce sera évidemment un des sujets majeurs de la campagne européenne. Lucile Schmitt. Oui, moi je pense que ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'effectivement Emmanuel Macron ne renonce pas sur l'Europe, qu'il reprend, comme vient de le dire Marc-Olivier, le lead, c'est-à-dire qu'il est là pour donner le tempo, pour reprendre l'initiative sur cette question européenne. Mais par rapport au grand discours de la Sorbonne de septembre 2017, ce qui est aussi assez marquant, c'est que d'une certaine manière, le sentiment d'une forme de déni de réalité par rapport à l'ampleur de la crise européenne nous frappe également. C'est-à-dire que Emmanuel Macron rassemble son camp, et c'est clair que du côté de la République en marche, l'unanimité existe sur la question européenne et l'engagement européen. Après la question de l'ampleur de cette crise européenne, pourquoi la nier à ce point ? Ce qu'on a vu depuis 2017, c'est premièrement que le couple franco-allemand n'arrive pas à décoller. Et là-dessus, d'ailleurs, le texte d'Emmanuel Macron est assez intéressant parce qu'il propose une diversité de solutions et au fond, il veut se placer en pivot et non plus miser sur le seul couple franco-allemand parce qu'il a été déçu sur ce plan. La deuxième chose, c'est que je crois que depuis 2017, on a vu l'ampleur de la question du lien entre les intérêts économiques et les institutions européennes, notamment à partir d'un certain nombre de scandales de santé publique comme le Dieselgate, mais aussi la question de Monsanto, etc. Donc on voit bien que la question du déficit démocratique et de l'imbrication entre intérêts économiques et fonctionnement des institutions européennes est également posée. Et là-dessus, je trouve que la lettre d'Emmanuel Macron fait une impasse très forte. Certes, il parle un petit peu de social, mais il parle très peu de questions de conflit d'intérêts, de fonctionnement des institutions. Et ça, c'est un vrai sujet lorsqu'il s'agit aujourd'hui de rassembler sur la question européenne. Et puis le troisième point, Marc-Olivier l'a évoqué, c'est le fait qu'il se place en leader, mais est-il un leader collectif ou un leader isolé ? Je pense qu'il est assez clair que depuis septembre 2017, il est davantage un leader isolé, peut-être parce qu'il porte une vision et que les autres n'ont pas de vision, ça il faut lui en faire crédit, mais on peut aussi considérer que c'est parce qu'il ne tient pas suffisamment compte des agendas des uns et des autres. Et je voyais que AKK, la leader, la nouvelle leader de la CDU-CSU, excusez-moi, il faut que je regarde exactement comment s'écrit son nom parce que j'ai Anne Aigrette. Je suis sûre que Marc-Olivier le sait par cœur. AKK marche assez bien parce que même les Allemands n'y arrivent pas. Même les Allemands n'y arrivent pas. En tout cas, nous l'a confirmé. De son programme, on peut dire KKK. Annegret Kemp, en tout cas, Annegret Kemp, AK, je veux dire, a répondu à Emmanuel Macron. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle répond, et enfin, une dirigeante de haut niveau répond à Emmanuel Macron, parce qu'il y avait une forme de silence à la fois positif, mais un petit peu gêné par rapport à cette lettre. Et lorsqu'elle répond avec les vieilles lunes allemandes par rapport aux vieilles lunes françaises. C'est-à-dire qu'elle répond en disant, je propose que le siège au Conseil de sécurité de l'ONU soit donné à l'Union européenne et que donc la France renonce à son siège au Conseil de sécurité. On imagine le niveau de l'impasse. Elle répond évidemment en refusant un salaire minimum européen et elle répond en disant qu'il faut créer un marché commun des banques. Donc on a un vrai sujet sur le fait que, en ce qui concerne le contenu, chacun met dans l'Union européenne au fond les priorités qu'il porte à la fois en termes culturels et en termes d'intérêt économique, et la question du plus petit commun dénominateur en termes de contenu reste une question ouverte. J'ajouterais que lorsque AKK propose un pacte européen sur le climat et que Macron lui propose une banque européenne sur le climat, on voit bien l'ampleur aussi du questionnement sur ce sujet écologique qui monte énormément au sein de l'opinion publique et qui aujourd'hui est maltraité au niveau européen, beaucoup plus maltraité en tout cas qu'il y a une vingtaine d'années. Donc il y a des sujets qui étaient bien traités au niveau européen qui aujourd'hui le sont moins bien, et la question du déficit démocratique européen s'amplifie à mesure même que la demande d'Europe, je crois, émane de plus en plus des sociétés. Comment créer une Europe qui soit à la fois institutionnelle et démocratique, c'est la grande question pour ces élections. François Bujon de l'Étang. Oui, Monsieur Macron a pris l'initiative cette fois-ci de lancer sa campagne européenne avec une lettre aux 28
traduite en 22 langues, d'ailleurs. C'est intéressant, parce que c'est assez innovant. Mais ce qui est innovant dans cette affaire, c'est pas tellement le fait d'écrire une lettre, c'est celui d'adopter une approche transfrontière, au fond, pour une élection européenne, de s'adresser non pas tellement aux électeurs français, mais de s'adresser à eux que parmi tous les électeurs européens auxquels ils souhaitent s'adresser. Donc, à défaut d'avoir des listes transnationales, ce qui avait été une idée à un moment caressée par le président. Que les Anglais ont fait échouer juste avant de nous quitter. Oui, oui. Oui, pas seulement, oui, ils n'ont pas été seuls à la faire échouer, mais enfin cette idée n'a jamais décollé véritablement, mais c'était une approche intéressante, et finalement c'est cette même approche que traduit l'idée d'une lettre transfrontière au fond, pour essayer de donner une impulsion à cette campagne et pour essayer de présenter des propositions concrètes. Moi, ce qui me frappe dans l'approche du président de la République cette fois-ci, c'est que au lieu de faire comme pour le grand discours de la Sorbonne ou comme le discours d'Aix-la-Chapelle, un grand discours ex cathedra dans lequel il donne une vision très ambitieuse de l'Europe, il fait quelque chose d'un peu plus ramassé et qui se veut un peu plus concret. Alors, ça ressemble un peu à la hotte du Père Noël, au bric-à-brac ou au grenier de votre grand-mère. Il y a un peu tout dans les propositions que fait M. Macron, mais je suis frappé par la volonté d'y apporter du concret. Et je suis frappé aussi par une autre chose, c'est que dans ses premières approches européennes, notamment la Sorbonne, mais aussi tout ce qui a suivi par la suite, y compris Aix-la-Chapelle, justement, au moment de la remise du prix Charlemagne, il y avait toujours cet effort pour s'appuyer sur le franco-allemand et pour consolider la zone euro. Au fond, son approche constante depuis le début du renforcement de l'Union européenne a été de renforcer le noyau dur, c'est-à-dire de renforcer la zone euro. Et ce faisant, il est parti du mauvais pied, puisqu'il est arrivé, rappelez-vous, à un moment où il n'y avait pas de gouvernement en Allemagne, et il n'y avait pas d'interlocuteur en Allemagne pendant des mois et des mois pour répondre à ces propositions. Et ces propositions de renforcement de la zone euro tombaient à plat, puisque en Allemagne, il n'y avait pas d'interlocuteur et qu'en plus, ceux qui s'apprêtaient à le devenir avaient des visions différentes de ce que devait être la zone euro. Donc ça n'a mené à rien, cette approche-là. Et cette fois-ci, je trouve qu'il s'en démarque en essayant de revenir à une autre approche. Et si on cherche une espèce de dénominateur commun aux multiples propositions concrètes qu'il avance de façon plus ou moins détaillée, d'ailleurs, ou plus ou moins résolue dans sa lettre, on y retrouve quand même en filigrane le thème de l'Europe qui protège, qui avait été un thème essayé jadis par François Mitterrand et qui semble correspondre davantage aux attentes des électeurs qu'un thème sur le renforcement du noyau dur. Alors ce qui me frappe, c'est que l'accueil à cette lettre, dans l'ensemble, a été assez tiède, pour utiliser un propos mesuré. Il a été tiède en Europe. Il y a eu des critiques qui se sont fait jour ici et là. Il y a eu des critiques, il y a eu des répliques assez désagréables, mais pas beaucoup de tapage, finalement. Et en France, bien sûr, il y a eu la riposte de Laurent Wauquiez, il y a eu un certain nombre de commentaires négatifs, mais dans l'ensemble, l'accueil est plutôt tiède que raide ou que glacé ou que ostensiblement défavorable. Alors, ça, c'était un début, c'était le coup d'envoi, au fond, de ce que devrait être cette campagne, mais le principal reste à faire, finalement. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser les troupes, il faut trouver un thème ou des thèmes, et il faut trouver aussi un leader pour la liste présidentielle. Un leader, ou je ne sais pas si on a féminisé ce titre-là aussi. Il faut demander à Madame Il faut demander à Madame, Madame Daniel, Madame Daniel Salnave. Madame Daniel Salnave, il faut donc mettre sur pied une liste, et ça tarde, si je puis me permettre, puisque d'autres l'ont fait, et que du côté de La République En Marche, on est toujours dans l'attente. On est dans l'attente de la désignation d'un ou d'une leader, et on est également dans l'attente du choix du ou des thèmes mobilisateurs qui permettront de se compter et de rassembler les troupes, avec deux difficultés évidentes. Le premier, c'est que tout le monde voit bien que la tête de liste, c'est M. Macron lui-même, et que c'est lui, comme l'a dit Marc Olivier au début de son propos, qui
comme toujours, est le maître Jacques, il est le Jack of all trades, comme on dit si bien dans le monde anglo-saxon, il fait tout, et là, c'est lui qui est évidemment le chef de sa propre liste. On le voit très bien, ce qui risque d'inhiber effectivement un certain nombre de talents ou de bonne volonté. Et puis on voit également que ce qui s'impose en fait comme thème, celui qui mobilise le plus les gens, qui les intéresse le plus, à droite, à gauche, au centre et partout, c'est le thème de l'immigration. Et ce thème, finalement, va s'imposer de lui-même comme le thème principal de l'élection européenne, sans que d'autres propositions aient été faites, me semble-t-il. Donc la difficulté principale, si vous permettez, je terminerai juste par ça, très, très rapidement, de l'élection européenne me paraît de synchroniser les différentes choses qui sont en train de se passer en même temps, parce qu'il y a plusieurs balles en l'air pour le jongleur. Et il faut sortir de la crise des Gilets jaunes, on dit toujours sortir par le haut, n'est-ce pas, comme si on ne pouvait plus sortir par le bas. D'ailleurs, personne n'arrive à sortir par le bas en réalité. Mais sortir de la crise des Gilets jaunes, il faut sortir du grand débat national et il faut entamer sérieusement le débat européen. Ça me fait penser à ce cirque célèbre qui s'appelait Ringling Brothers, Barnum and Bailey, où il y avait 3 pistes parallèles où se déroulaient 3 spectacles qui ne communiquaient pas entre eux. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je vais emprunter, je vais faire un peu un plagiat, parce que il y a quelques jours, l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, qui est actuellement, qui dirige l'Institut Jacques Delors, est venu devant la Commission des Affaires européennes. Il a fait un plan qui me paraissait fort bien. Je ne sais pas si vous savez qui est Enrico Letta. C'est un monsieur qui avait reçu, au nom de l'Institut Jacques Delors, François Hollande, en lui disant « Vous êtes peut-être le président de la République, mais l'État, c'est moi ». Et donc, il nous a présenté son affaire en disant, et je crois que c'est très juste, que les élections européennes, c'était les élections de toutes les premières fois. Qu'il y avait dans cette élection un ensemble de premières fois impressionnantes. Alors, je ne vais pas prendre tout à fait les mêmes que les siennes systématiquement, certaines d'entre elles. C'est la première fois qu'il y a un alignement entre les options européennes et les clivages politiques de la politique française. Jusqu'à présent, on avait 2 droites, une pro-européenne, une anti-européenne, qui s'opposaient à 2 gauches, une pro-européenne, une anti-européenne. Résultat, le discours était complètement tiède des 2 côtés parce qu'il s'agissait pour chacun des 2 camps de ne pas se séparer, se diviser. Et ça donnait lieu à des choses idiotes comme « nous voulons une Europe de gauche contre une Europe de droite », alors que chacun sait que l'Europe ne peut naître que d'une convergence entre une gauche modérée et une droite modérée. Là, on a un clair alignement entre des formations qui sont une sorte d'archipel autour de la République en marche, qui sont résolus à s'engager sur le plan européen. Et s'engager sur le plan européen, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire défendre les valeurs, les principes traditionnels de l'Union européenne, par rapport notamment à la contestation populiste qui apparaît à la droite de la droite et à la gauche de la gauche. Et ça consiste à dire que ces valeurs, nous ne les défendrons efficacement qu'ensemble, à la condition de renforcer l'Union européenne et non pas en pratiquant une politique de repli souverainiste de chacun pour soi qui conduirait, selon le vers célèbre, à la solution tous moururent et chacun tout seul. Donc il y a quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que nous sommes dans cette élection de plein pied, même si nous parlons d'autre chose, des gilets jaunes, etc., nos clivages sont de plein pied avec les clivages réels. C'est vrai que c'est Macron-Le Pen, mais c'est Macron-Le Pen, Mélenchon, si je puis dire, et puis au milieu, des gens qui, au Parti socialiste ou à LR, n'arrivent pas à tenir un équilibre satisfaisant. Vous mettez sur la même liste M. Danjean et Mme Morano, effectivement, vous ne pouvez pas savoir où cela conduit. C'est peut-être très bien, hein, j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence de Mme Morano, mais je pense que ces options ne sont pas forcément les options, les mêmes en tout cas, que celles de M. Danjean. Donc on a fondamentalement un clivage qui est organisé. C'est la première fois. La seconde chose, c'est que ce sont des élections pleinement européennes, pas pleinement, mais partiellement européennes.
Certes, on va continuer à causer national, on va se poser la question, est-ce qu'on est pour Macron, contre Macron, tout le monde va dire ça, mais c'est pas ça. Et le sens profond de l'appel de Macron dans plusieurs langues et dans plusieurs pays européens, c'est de dire que certes, nous allons élire 79 députés, mais que nous allons élire 79 députés dans un Parlement qui en comprend 705 et dont l'équilibre politique, car le Parlement européen a du pouvoir dans l'Union européenne, même si l'Union européenne a peu de pouvoir politique quant à elle, le Parlement européen a, lui, du pouvoir dans l'Union européenne, et l'équilibre à l'intérieur de ce Parlement va être tout à fait décisif. C'est là que vont se jouer, effectivement, les deux enjeux que j'ai signalés. Quelles valeurs défendons-nous? Est-ce que nous défendons les valeurs sur lesquelles nous nous sommes réunis depuis 1950, ou est-ce qu'on brade tout ça au nom de l'autorité, du protectionnisme, de l'autoritarisme et d'un certain nombre de valeurs populistes? Et deuxièmement, est-ce que nous formons des majorités pour agir ensemble? Donc on a un vrai enjeu européen, et de ce point de vue-là, Macron n'a pas fait une ingérence dans les affaires d'autrui. C'est Di Maio qui fait une ingérence quand il vient voir un leader, si tant est que cette expression ne soit pas une antiphrase chez les Gilets jaunes, un leader Gilets jaunes qui a proposé carrément de se débarrasser quasiment physiquement d'Emmanuel Macron pour lui dire qu'il a tout son apport. Ça, c'est une ingérence. En revanche, de dire à l'ensemble des peuples qui vont voter ensemble le 26 mai les grands thèmes sur lesquels nous voudrions que se constitue une majorité, c'est tout à fait conforme à la formation progressive d'un espace européen. Troisièmement, première initiative, première fois, c'est le fait que le système bipartisan européen PPE-PSE, tout le monde est d'accord là-dessus, est mort. Or, ça a été quelque chose de fondamental. Tous les postes importants ont été joués depuis une trentaine d'années par une répartition relativement égalitaire, même si le PPE avait un avantage en termes numériques sur le plan parlementaire, entre le PPE et le PSE. C'était un jeu non seulement législatif, mais c'était un jeu à deux. Ce jeu à deux, il est de toute manière terminé. Il est terminé parce que le Parti socialiste sera beaucoup plus faible qu'il ne l'était jusqu'à présent, parce que le PPE va conserver une grande importance et va sans doute rester le premier parti européen, mais est assez sensiblement divisé. Il suffit de voir, par exemple, tous les petites délégations, les délégations d'un certain nombre de pays, mais non négligeables, comme la Belgique ou la Grèce, qui exigent qu'on se débarrasse du Fidesz de M. Orban au sein du PPE. Donc il y a des divisions intérieures, et de toute manière, il y aura une nébuleuse centriste, compliquée à configurer, dans laquelle les macroniens vont évidemment jouer un rôle important, qui va se constituer. Donc on va avoir, pour la première fois, un équilibre différent. Je ne pense pas qu'on aura des problèmes de majorité. Nous sommes dans des élections à la proportionnelle, ce qui limite les effets de modification, de bouleversement, et toutes les études qui ont été faites montraient qu'au début du mois de février, qu'on était à peu près à une progression populiste indiscutable, mais qui ne dépasserait pas les 25% de l'ensemble de la représentation parlementaire européenne. Donc on va avoir une majorité qui va rester fidèle aux principes fondamentaux, qui va comporter l'aile active du PPE, les libéraux, les démocrates, les sociodémocrates et sans doute les écologistes, de différentes obédiences, tout ça va constituer une majorité et le système est assez fait pour ça. Mais la dernière première fois qu'il va falloir prendre en compte, c'est le fait qu'on va renouveler l'ensemble des postes. Derrière les élections européennes, on va changer, bien sûr, le président du Parlement européen, bien sûr, le président de la Commission, mais également le président du Conseil européen et, à terme très rapproché, le président de la Banque centrale. Plus le cinquième, c'est comme les trois mousquetaires, il y en a un de plus, le haut représentant en politique extérieure. Donc on a les 5 grands leaders, les 5 grandes têtes de cette hydre qui ne fonctionne pas très bien jusqu'à présent, qui vont être simultanément sur l'objet d'une discussion, et d'une discussion très difficile. Ce qui veut dire que la grande signification de ces élections, c'est pas de savoir qui va gagner
blanc, noir, rouge, etc., mais quel est le degré d'influence que vont exercer les formations, et notamment REM, le MODEM et les formations qui s'aligneront à cela, que vont exercer ces formations. Est-ce qu'on va vraiment avoir une majorité au Parlement qui va renforcer ceux qui défendent les valeurs fondamentales de l'Union européenne en matière de démocratie, d'économie, de société et d'écologie, et ceux qui veulent renforcer les ambitions européennes ou les autres. Donc ce sont des élections qui ont une grande signification, même si elles n'ont pas, comme on est habitué en France, une signification de caractère manichéen. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que ce qui est très intéressant dans notre situation, c'est que l'attentisme qui est apparu au niveau européen par rapport à la lettre d'Emmanuel Macron et, d'une certaine manière, Marc-Olivier l'a dit, la faiblesse des réponses à Emmanuel Macron traduit une question. Macron est-il fort ou est-il faible ? Avec la question des Gilets jaunes, qui est une question extrêmement regardée au niveau européen, et l'intrusion de Luigi Di Maio dans le champ politique français l'a démontré, cette question, elle existe à la fois au niveau français et elle existe au niveau européen. Et donc face à ça, ce que choisit Emmanuel Macron, c'est cette solution qui a été rappelée par François du « en même temps ». Je vais sur le champ européen et je vais sur le champ du grand débat national. Et toute la question, c'est que les univers parallèles, si je puis dire, se rejoignent. Et je crois que le pari d'Emmanuel Macron, c'est certainement celui d'une convergence. Convergence par rapport à la prise de risque, c'est-à-dire que prendre un risque à la fois sur le grand débat national et sur la lettre traduite dans 22 langues et écrite dans 28 pays, c'est évidemment le fait qu'il est le seul à prendre un risque. Et on voit bien qu'en tout cas, le champ politique français et le champ politique européen se traduit beaucoup par l'attentisme, sauf du côté des populistes, par exemple des Italiens. Mais en tout cas, dans le camp des progressistes, il est clair que le seul qui prenne des risques, c'est Emmanuel Macron. Et donc, il sait rétorquer aux populistes. La deuxième chose, c'est qu'il prend un risque sur la convergence en ce qui concerne les contenus. Parce que quand on regarde les contenus sur le grand débat national, je rappelle les 4 thématiques, la fiscalité, l'écologie, la question démocratique, évidemment, j'oublie la 4e qui est, tu vas me le rappeler, voilà, par rapport à ce qu'il décrit dans sa lettre, on a du mal à trouver la convergence, sauf peut-être un peu, excusez-moi de plaider pour ma chapelle, sur la question écologique, où là, on sent en plus monter une aspiration démocratique. Mais en tout cas, la convergence des contenus, elle n'est pas évidente, et je crois que c'est là que pêche la prise de risque d'Emmanuel Macron, c'est que sur la question des contenus politiques, il reste trop faible. La deuxième chose que je vais dire, Philippe, très rapidement, c'est que je crois qu'il sous-estime également l'aspiration à une Europe efficace. Et que, quelque part, François l'a rappelé, la liste des courses, la haute du Père Noël, reste quelque chose qui ressemble à des vieilles lunes. C'est-à-dire qu'à chaque élection européenne, on nous promet l'Europe sociale, on nous promet une Europe efficace sur le plan de la migration, et on nous promet quelque chose avec un meilleur budget et une politique agricole différente. Donc le sujet, c'est que l'aspiration à l'efficacité et à la démocratie vont de pair du côté de la société française. C'est pareil sur le grand débat national, et je crois qu'Emmanuel Macron va être jugé sur les modes d'emploi et que, quelque part, il pêche toujours sur les modes d'emploi. Il est extrêmement bon sur la vision, mais on se demande comment est-ce qu'il va faire. Marc-Olivier Padis. Oui, pour réagir brièvement à vos interventions, je dirais ce qui est intéressant, c'est que la dernière fois, pour les précédentes élections européennes, on était très focalisé sur l'idée du candidat tête de liste, on avait utilisé le terme allemand Spitzenkandidat, qui devait motiver les électeurs en leur montrant qui serait le président de la Commission en fonction de leur vote. Et d'ailleurs, les sondeurs considèrent que ça a fait un surcroît de participation peut-être de l'ordre de 5%. Et en fait, cette année, on n'en parle plus du tout. Il y a des candidats de tête de liste, mais il semble que cet enjeu de savoir qui présidera la commission est beaucoup moins présent dans les discussions et que, justement, on parle beaucoup plus, comme l'a fait Jean-Louis, de la composition du Parlement, parce qu'on sent que, disons, cet équilibre qui s'est instauré depuis très longtemps entre les conservateurs, le PPE, et puis les socialistes dans le PSE, va se rompre, ou en tout cas va devoir trouver des compléments. Pour ajouter à ce qu'a dit Jean-Louis, il faut tenir compte du fait que c'est peut-être les Verts qui seront la troisième force et non pas les libéraux, parce que les Verts sont crédités de entre 15 et 20% des voix en Allemagne pour le moment, et on sent que ça tire un peu dans d'autres pays, en Belgique, et même dans le fond, la candidature en France de Yannick Jadot bénéficie de ce courant européen. On voit les manifestations de lycéens le vendredi après-midi qui
qui sont partis de différents pays, notamment à Bruxelles, commencent à avoir un impact. Mais c'est peut-être un peu tôt pour spéculer sur les recompositions du Parlement. On aura l'occasion d'y revenir, mais il faut juste avoir en tête certains équilibres. C'est le fait que d'abord les députés britanniques qui étaient extrêmement hostiles à l'Europe s'en vont, et donc ça change quand même la configuration. Et puis il faut avoir en tête que le nombre de députés est proportionnel à la population, et par conséquent la Hongrie ou d'autres pays ne pèsent pas énormément. Les pays qui ont vraiment une importance, c'est l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la Ligue italienne aura un point important dans la recomposition et dans le résultat, la lecture de résultats de ces élections européennes. Merci, nous aurons l'occasion évidemment de revenir d'ici la fin mai sur ces élections européennes. Je vous propose que nous nous intéressions à un sujet qui est passé, me semble-t-il, un peu sous la table. C'est celui des rapports entre la Corée et les États-Unis après le sommet récent entre le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ils se sont rencontrés, comme vous le savez, à Hanoï. Leur première rencontre à Singapour en juin 2018 avait débouché sur une déclaration stipulant la dénucléarisation de la péninsule sans que soient annoncés des engagements datés et définis. 8 mois plus tard, les progrès de cette dénucléarisation se font toujours attendre et aucun nouvel accord n'a pu être trouvé lors de ce second sommet. Selon les dires de Donald Trump, la Corée du Nord aurait demandé la levée totale des sanctions de l'ONU, précipitant ainsi le départ du président américain qui s'y oppose fermement, mais la Corée du Nord a nié pareille réclamation et elle a affirmé n'avoir fait porter sa demande que sur la moitié des sanctions votées par l'ONU depuis le premier essai nucléaire nord-coréen en 2006. Le 1er mars, seulement 2 jours après le sommet, les services de renseignement sud-coréens et 2 centres d'études américains ont constaté un regain d'activité sur le site nord-coréen de Sohae, site en sommeil depuis 2018, et cette information fait craindre de prochains tests de missiles balistiques intercontinentaux. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Ce qu'il y a de bien avec cette affaire coréenne, c'est qu'on peut en reparler à intervalles périodiques. On en revient toujours à peu près, on repasse par la case départ, sans toucher 20 000 francs d'ailleurs, comme on faisait jadis au Monopoly. Mais c'est une saga qui dure depuis 25 ans, qui a eu des hauts et des bas, et nous voici, après le haut de Singapour, dans le bas de Hanoï. Alors, au moins, il y a des choses qui sont claires. En diplomatie, quand il y a des choses claires, il faut tout de suite le montrer. Il y a une chose claire, le sommet de Hanoï est un fiasco complet. Il est un fiasco d'autant plus que M. Trump avait appliqué sa rhétorique habituelle. Les embrassades avec Kim Jong-un avaient été bruyantes. Les compliments dont il l'inonde sont absolument outrés. Les espoirs dont il avait fait l'étalage se sont révélés complètement illusoires. Tout le hype, comme on dit si bien en américain, c'est-à-dire toute la mousse qu'on a fait monter autour de tout ça, retombe d'un seul coup, puisque voilà un sommet qui a été écourté, dans lequel il n'y a pas de communiqué ni de déclaration finale, et où il n'y a pas eu de poignée de main ni de souhait de bonne santé échangé entre les deux leaders qui pensent, soi-disant, tellement de bien l'un de l'autre. Alors, c'est quand même assez spectaculaire, parce que ce n'était pas du tout ce qui était attendu, finalement, du côté américain, en tout cas. Du côté nord-coréen, c'est une autre affaire, et nous allons y revenir. Mais sous cet éclairage, et en regardant dans le rétroviseur le sommet de Singapour de juin 2018, dont vous avez parlé, Philippe, on voit bien que ce précédent sommet de Singapour apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de totalement vide, dans laquelle il y a eu une déclaration qui était une pure déclaration d'intention qui n'était accompagnée d'aucune espèce de début de mesure concrète, et que ce qui a été salué comme un grand succès n'était en fait un succès retentissant que pour Kim Jong-un. Kim Jong-un est le digne continuateur de son père et de son grand-père. Il cherche à assurer l'impunité de la Corée du Nord en la dotant d'un bouclier nucléaire qui la rendrait tout à fait inexpugnable. Et il cherche à se poser en interlocuteur des États-Unis. Ni Kim Jong-il, ni Kim Il-sung, le grand-père, n'avait obtenu le dialogue en tête-à-tête avec le président des États-Unis. Lui, il l'a obtenu
il l'a obtenu, et c'est un bénéfice immense à ses yeux, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de son propre peuple, dans la mesure où celui-ci compte. C'est un des objectifs de la Corée du Nord. En échange, Trump n'a rien obtenu que les bonnes paroles, et on voit bien ce que disent aujourd'hui les services de renseignement américains et les diplomates américains. Il n'y a pas de signe véritable d'un début de désarmement de la Corée du Nord. Alors, je reviendrai tout à l'heure, si vous m'en donnez la chance, sur ce qu'il faut en penser en termes de durée longue, parce que la crise coréenne, elle doit se juger sur la longue période, et là, nous sommes uniquement dans l'événementiel en attendant le prochain épisode ou l'éventuel prochain rebond. Jean-Louis Bourlange. Oui. Jean-Louis Bourlange a l'air de s'interroger sur J'étais parti sur la longueur, personne qui s'appelle Jean-Louis Bourlange. La durée longue de C'était François pour vous servir d'introduction que je en parlais. Non, moi, évidemment, je ne peux que répéter. Vous me répétez ce qu'on dit les gens qui se disent, les gens qui savent, plutôt que les contredire. L'échec est absolument évident, mais il est quand même assez normal, parce que qu'est-ce qu'il y a fondamentalement de commun entre ces deux hommes? Il y a quelque chose de très profond, mais il y a un peu ce que Tacite dit de Néron et de Narcisse. Tacite dit de Néron et de Narcisse qu'ils étaient unis par une conformité de vices. Et on voit bien que les défauts du président Trump et les défauts du dictateur nord-coréen sont de même nature, et que donc ils avaient une merveilleuse affinité dans l'espèce de déni, de cynisme, de déni absolu de respect des droits des gens, des individus, mais ça ne pouvait pas conduire vraiment très loin. Et il reste que on ne peut pas comprendre comment les Américains auraient amené le président nord-coréen à renoncer à l'arme nucléaire, à renoncer à sa stratégie, qui est la stratégie victorieuse, parce que c'est sur cette stratégie qu'il a bâti sa politique d'indépendance et qu'il a été en fait reconnu par le président américain. Donc il a un capital énorme, ce capital, il le fait fructifier en triomphant diplomatiquement, parce qu'il est sorti, grâce à Trump, il est sorti d'une espèce d'enfer humanitaire, d'enfer de la communauté internationale. Il a été réintégré comme un partenaire possible, alors qu'il est quand même vraiment un partenaire impossible, et on voudrait lui demander maintenant, écoutez, vous allez renoncer à ce qui a assuré votre succès. Donc il y avait vraiment une antinomie complète. C'est le triomphe. La doctrine de Trump, c'est le triomphe du général gallois. Le général gallois était le partisan de la dissuasion du faible au fort. Il parlait du pouvoir égalisateur de l'atome. Il parlait du fait que quand vous avez une arme atomique, même si vous êtes un tout petit pays, si vous avez ça, vous avez une capacité de dialogue avec les plus grands, car vous pouvez faire des dégâts qui sont évidemment très inférieurs aux dégâts que peuvent faire les autres chez vous, mais qui sont suffisants pour les faire réfléchir. Cette stratégie-là, elle a produit tous ces résultats, et on ne voit pas que Trump puisse, que les Coréens puissent y renoncer. Alors, simplement sur les conséquences, je crois que tout le monde est content, parce que personne n'avait envie de voir cette stratégie aboutir. Les Japonais s'en méfiaient, ils voyaient l'ombre de la réunification des deux Corées. C'est quelque chose d'abominable pour les Japonais, c'est quelque chose d'abominable pour les Chinois, c'est quelque chose de pas souhaitable pour les Russes. Et donc, tout ça fait que ça rentre dans l'ordre. Trump s'en va confus, il n'a pas réussi, il a affaibli la position de l'Amérique dans le Pacifique, mais pour le reste, business as usual. Lucille Schmitt. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Louis, je crois qu'effectivement, il faut regarder ce que pensent les voisins aussi de la Corée du Nord de ce qui s'est passé. Certes, les Japonais sont contents de cet échec, et d'ailleurs, ça a été dit officiellement par le gouvernement japonais, qui disait « il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord ». Donc, l'inquiétude d'un désengagement américain, puisque Trump avait expliqué que de toute façon, ça coûtait extrêmement cher aux États-Unis d'être présents dans la péninsule coréenne, inquiétait beaucoup les Japonais, et c'est quand même la relation de l'adversaire héréditaire entre Coréens et Japonais. Mais sur ce point, ce que pensent les Coréens du Sud est aussi très intéressant. Je voulais quand même rappeler qu'au moment des Jeux Olympiques d'hiver, il y a maintenant 1 an et demi, au début de 2018, donc il y a 1 an à peu près, puisqu'il y a eu une espèce d'emballement en fait de l'actualité sur la Corée du Nord, le président Moon, le nouveau président Moon de la Corée du Sud, qui est un
un président plus démocratique, avait mis le paquet sur le fait d'engager cette réconciliation des deux Corées avec l'accord de Donald Trump. Donc du côté des Coréens du Sud, l'inquiétude sur le fait que Kim Jong-un est un président extrêmement imprévisible de 35 ans, certes élevé en Suisse et adorant le basketball, mais ayant beaucoup grossi depuis, l'inquiétude est quand même extrêmement forte sur le fait qu'il n'y a pas besoin de missiles intercontinentaux pour agresser la Corée du Sud. Et je voulais quand même rappeler une donnée géographique importante, c'est que Séoul n'est qu'à 50 km en fait de la frontière, et donc les Coréens du Sud sont extrêmement inquiets. La deuxième chose, Philippe, que je souhaite dire, c'est que certes, Donald Trump et Kim Jong-un se ressemblent, et certainement dans le côté imprévisible, c'est un jeune Trump, parce que il y a chez lui une sorte de mélange étrange entre le fait d'être plus proche du peuple, de ne pas s'en protéger comme son père, dont on rappelle que le père était bègue et du coup n'intervenait jamais en public. Lui, il se confronte, en même temps il tourne des vidéos de propagande incroyables où il est représenté à la fois comme pilote de ligne, grand commandeur militaire et capable de tourner sur un manège dans une grande roue, donc il est une sorte de dictateur total. Et par ailleurs, regardez sur ce point un très intéressant documentaire qui est passé sur Arte. On nous raconte comment est-ce que ce pays, considéré comme l'un des plus pauvres du monde, est devenu une puissance nucléaire, enfin en tout cas une semi-puissance nucléaire. Pourquoi ? Parce que partout, il bénéficie de complicité, notamment évidemment dans les pays communistes ou ex-communistes, sur le fait de pouvoir exporter des travailleurs, exporter des produits. Et donc, il y a une double comptabilité nationale en Corée du Nord qui permet de financer le nucléaire, et c'est au bénéfice de la famille Kim. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans le côté capitaliste de ce Kim Jong-un, qui en ce sens peut-être est aussi cynique que Donald Trump, et en tout cas n'est pas prêt d'être abaissé par les simples sanctions votées à l'ONU. Marc-Olivier Padis. Oui, sur la propagande nord-coréenne, en particulier le culte du chef suprême qui y règne depuis 3 générations. Il y a un exemple extraordinaire, c'est que Kim Jong-un veut ressembler à son grand-père, le fondateur du pays. Et donc, pour ça, il faudrait que lui change d'apparence, mais ça, c'est quand même difficile. Et donc, en fait, il a adopté une autre stratégie qui consiste à refaire les statuts de son grand-père en donnant à son grand-père des traits qui lui ressemblent à lui. Donc il refait à l'inverse, c'est quand même absolument... On dit aussi qu'il subit des opérations de chirurgie esthétique. Oui, c'est possible. Alors, pour faire la synthèse, dans le fond... Botox Uber Alles. Je ne sais pas comment on dit ça en coréen. Pour faire la synthèse, en fait, entre les interventions, François a dit c'est un fiasco et Jean-Louis a dit c'est une fiasco qui est une bonne nouvelle, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement... Sauf pour les Coréens eux-mêmes. Les Coréens du Nord, Sud, effectivement. Oui. Et les Coréens du Sud. Du Sud. Les Coréens du Sud, ils craignaient un mauvais accord. C'est-à-dire que le mauvais accord, c'est quoi ? C'est que Trump obtienne quelque chose sur les missiles à longue portée, mais qu'il ne négocie rien sur les moyennes et courtes portées qui sont très, très, très proches. Donc, vraiment, Trump qui se présente souvent lui-même comme un grand négociateur parce qu'il s'est passé des deals, le côté business, on voit vraiment qu'il apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fanfaron, très exactement un fanfaron. Et il faut rappeler, là aussi c'est un peu infantile, mais après tout avec le personnage, il faut rappeler des choses comme ça, c'est qu'il tenait beaucoup à cet accord parce que sa perspective, c'est qu'il aimerait obtenir le prix Nobel de la paix parce que Obama lui-même avait obtenu le prix Nobel de la paix, et ça, il ne s'en remet pas de ça. Donc, il espérait obtenir ça. Alors, on voit bien que... À mon avis, il a plus de chances d'être élu Miss America. François Bujon de l'Étang. Je sais pas, Marc-Olivier a terminé. Non, je n'ai pas fini, mais je... C'est ce qui me semblait. Alors, bon, mais partagez-vous le peu de temps qui reste. Non, mais je serai très, très bref, parce que sur la Corée, on a dit quand même l'essentiel. Je voulais juste attirer l'attention sur 2 points. C'est qu'on ne peut pas trouver un accord aussi important que celui-là sans le détacher d'une stratégie diplomatique plus générale. Et notamment, il faut quand même revenir sur le fait que les États-Unis, le 1er février, ont annoncé qu'ils sortaient de l'accord qui avait été conclu en 1987 avec la Russie sur l'interdiction, la limitation des missiles conventionnels ou à tête nucléaire d'une portée intermédiaire, qui s'appelle l'accord justement sur les forces nucléaires intermédiaires. Et du coup, la Russie a suivi les États-Unis, et donc on n'a pas d'accord là, donc on ne voit pas du tout quelle serait la logique
de sortir d'un accord nucléaire et de potentiellement reprendre une course nucléaire avec la Russie et d'arriver à un accord avec la Corée du Nord, ça n'a aucun sens. Et puis le dernier point, très rapidement, c'est qu'on ne peut pas trouver un accord avec la Corée du Nord en laissant la Chine en dehors du jeu. Le patron local, c'est la Chine. Or, Trump a décidé d'ouvrir une guerre commerciale avec la Chine. Il a dit les guerres commerciales, c'est sympa parce que c'est facile à gagner. C'est pas du tout le pari qu'il est en train de faire. Les chiffres du déficit commercial américain sont tombés cette semaine. On voit que le déficit commercial est encore plus grave qu'avant. Donc, toute sa politique de pression, de droits de douane supplémentaires, etc., sont un échec complet. Et donc, cette attitude hostile vis-à-vis de la Chine n'est certainement pas de nature à trouver des solutions dans la péninsule coréenne. François Bujon de l'Étang. Une remarque sur le court terme et une remarque sur le long terme. La remarque sur le court terme, c'est que tout le monde se pose évidemment la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va entrer dans une nouvelle période de tension. Ça fait partie de la dialectique habituelle qui va durer je ne sais pas combien de temps avant qu'il y ait un nouveau rebondissement. Probablement une recrudescence de la tension, mais pas forcément une énorme crise ouverte de nouveau avec des menaces nucléaires ou autres, parce qu'il est possible que les Nord-Coréens ne prennent pas pour autant de mesures provocantes comme de faire de nouveaux essais nucléaires ou un nouvel essai balistique. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. J'en profite au passage pour relever le fait qu'on parle souvent de Kim Jong-un comme d'un leader imprévisible. Je crois qu'on a tout à fait tort. C'est un des leaders les plus prévisibles qui soit. S'il y en a un qui est imprévisible, c'est M. Trump. Ce n'est pas M. Kim Jong-un. Lui, au moins, on suit sa ligne directrice avec aisance. C'est la première remarque sur le temps court. Donc, sur le temps long, encore une fois, il faut juger cet épisode dans une saga qui dure depuis 25 ou 30 ans. On a complètement oublié tout ça et plus personne ne s'y intéresse, mais sauf les gens très âgés dans mon genre, parce qu'ils ont vécu les épisodes précédents. En 1994, l'administration Clinton, 1994, donc il y a quand même longtemps, l'administration Clinton croyait avoir conclu avec la Corée du Nord un accord important. Ça s'appelait à l'époque le Joint Agreement, l'Agreed Framework, c'est ça. On a créé un organisme qui s'appelait la KEDO. La Corée du Nord acceptait d'arrêter son programme nucléaire en échange d'une aide importante. On a envoyé des inspecteurs de l'AIEA. Ils ont recommencé à appliquer le TNP. On a oublié tout ça. Ensuite, bien entendu, ils ont dénoncé le tout, mis les inspecteurs de l'AIEA à la porte, dénoncé le TNP. On est entré dans une période extrêmement tendue qui a mené à l'essai nucléaire de 2006, et puis Obama en 2008 a tenté de renouer le dialogue avec Pyongyang, a cru y réussir, ça s'est terminé en queue de poisson. Trump est arrivé et avec son Art of the Deal si célébré, a cru qu'il avait cajolé Kim Jong-un au point de réussir à le faire un demi-tour complet. Tout ceci va continuer, bien entendu, et nous en avons pour très longtemps. Et ça va continuer pourquoi ? Parce que nous sommes dans une impasse stratégique complète qui est exactement un cas d'école de diplomatie de deux points de vue complètement inconciliables. Pour les États-Unis d'Amérique, il est inconcevable qu'un petit pays qui est un État voyou puisse avoir des armes nucléaires et les missiles capables qui lui permettent de frapper le territoire américain. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est pas plus difficile que ça. Et pour la Corée du Nord, c'est une question de survie. M. Kim Jong-un l'a très bien compris. Il l'a dit expressément dans des discours. Je ne suis pas M. Gaddafi, n'est-ce pas ? Je ne suis pas comme les leaders stupides. Regardez Saddam Hussein, regardez Gaddafi. C'est lui qui a dit ça. Qui se sont dessaisis de leur arme nucléaire au point de se condamner à l'avenir. Donc c'est très clair finalement. Nous sommes dans une impasse stratégique. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en recommandant le film d'Antonin Baudry, Le Chant du Loup, qui a été un peu malmené par la critique et qui, à mon avis, est un film remarquablement construit avec un scénario plein de surprises. Et qu'est-ce qu'on attend d'un spectacle, sinon des surprises, et une excellente distribution. Puis je voudrais aussi recommander le livre de Jean-Paul Kaufmann, Venise à double tour, qui est paru aux éditions de l'Équateur. Brièvement, Jean-Paul Kaufmann est un amoureux de Venise de longue date. Il est
presque obsédé, si je puis dire, par le nombre d'églises fermées qu'il n'arrive pas à se faire ouvrir, et il se lance dans une tentative, en s'installant avec sa femme pour plusieurs mois dans un appartement de la Giudecca, il se lance dans une tentative pour faire ouvrir ces églises. Et à travers ça, il comprend ce qui est en train d'arriver à Venise, il comprend ce qui est en train d'arriver à l'Église, et il comprend ce qui est en train d'arriver à l'Italie, et peut-être pas que. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais vous inciter à vous rendre à la Fondation Custodia, qui fut jadis l'Institut néerlandais, rue de Lille, pour y voir l'admirable exposition de dessins prêtés par le musée Pouchkine. Le musée Pouchkine de Moscou possède une exceptionnelle collection de dessins, 27 000, je crois, c'est ce que l'on nous dit. Ils ont envoyé cette fois-ci pour cette exposition 200 feuilles de très grands maîtres, qui sont des très très grande qualité et qui ne voyagent pas beaucoup parce que les œuvres sur papier voyagent peu. C'est une exposition qui va de la Renaissance allemande et italienne jusqu'aux avant-gardes russes des années 20 et jusqu'aux avant-gardes françaises. C'est une exposition de toute beauté, ne la manquez pas, elle est là jusqu'au 12 mai. Marc-Olivier Padis. J'étais très partagé, même déchiré cette semaine parce qu'on a appris 2 décès de personnalités de grande importance. Pour moi, d'une part, le pianiste Jacques Loussier est décédé cette semaine et j'aimais énormément ses morceaux, notamment les improvisations sur Bach. C'est peut-être pas dans l'histoire du jazz un nom qui restera, mais quand on veut passer un bon moment, on sait qu'on peut se mettre un disque de Jacques Loussier. Et puis la disparition, bien sûr, de Jean Starobinski, un très très grand critique de l'école dite de Genève, qui avait été lancée par, disons, une des figures importantes était Albert Béguin, qui a été directeur de la revue Esprit. Et Jean Starobinski, c'était vraiment un pôle de référence dans une période où la critique littéraire était partie dans des spéculations théoriques un peu absconses, une écriture sans aucun jargon, une très belle intelligence, et puis une proximité avec Jean-Jacques Rousseau qui l'a fait redécouvrir à beaucoup de lecteurs. C'est vraiment toujours un bonheur de lecture. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais recommander, on parle beaucoup de l'Algérie ces dernières semaines, je voulais recommander la lecture d'un ouvrage dont le 2e volume vient de paraître, qui s'appelle France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète, paru chez Fayard. L'auteur s'appelle Naoufel Brahimi El-Mili. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers cette approche historique de cette relation franco-algérienne, on comprend pourquoi c'est si compliqué pour la France de prendre une position par rapport à ce qui se passe, parce que l'essentiel, au fond, de la relation diplomatique entre la France et l'Algérie, elle est fondée sur des secrets. Beaucoup de secrets, de services secrets, si je puis dire. Et je terminerai juste, Philippe, en disant que je crois que par rapport à cette question coréenne, regardez le film Les Hommes des Kim, parce que vous comprendrez pourquoi. Moi, je trouve qu'il est imprévisible, ce Kim, parce que, quelque part, le nucléaire est la propriété d'une famille dans ce pays. C'est ça qui est inquiétant. Ils peuvent appuyer sur le bouton. À propos de l'Algérie, je voudrais recommander aussi notre podcast, une émission thématique d'été. C'était le numéro 49 avec Akram Belkaïd, et je l'ai réécouté avant de venir, et je dois dire que notamment à propos de l'importance des services secrets, des changements de génération, etc., vous y trouverez beaucoup de choses. Numéro 49 de nos podcasts. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais recommander le livre de notre ami Philippe Reynaud, La laïcité, histoire d'une singularité française. La singularité, c'est-à-dire ce n'est pas une exception, c'est une façon française de vivre ce rapport à la laïcité, et c'est extrêmement intéressant. Alors évidemment, Philippe Reynaud, qui est un esprit très subtil et très fidèle, analyse de façon tout à fait éclairante la nature profonde de la laïcité, mais je crois qu'il apporte plein de choses, je ne peux pas les dire toutes, mais il apporte 2 choses, il éclaire 2 débats. D'abord, un débat sur l'origine. Il montre, je crois, d'une façon assez claire que la laïcité n'est pas liée à l'effondrement libéral, au recul libéral de l'État, mais peut-être aussi l'effet d'une toute-puissance de l'État, et notamment en France, où c'est les guerres de religion qui ont entraîné simultanément l'affirmation par Henri IV, l'affirmation du pouvoir absolu et la tolérance religieuse. C'est d'ailleurs l'esprit qui habitera Hobbes dans la définition du Léviathan. Donc c'est assez intéressant de voir que le renforcement de l'État est, de ce point de vue-là, gage d'une liberté. Et toutes les références de nos recommandations seront sur le écoutez, site. Lisez-le, c'est très bien. Et nous pouvons en reparler pendant le balade de tout à l'heure, mais effectivement, elle
vulnerant omnes ultima necat, puisque un peu de latin ne peut pas faire de mal sur les podcasts. Et donc, c'est maintenant le moment pour moi de vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à notre prochaine émission qui aura lieu le 14 avril, la prochaine en public, de remercier la plateforme de prêt aux entreprises October, dont vous trouvez sur laquelle vous trouvez toutes les indications nécessaires sur notre site à l'onglet partenaires, et de rappeler que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, que Nicolas Tourneau assure la gestion de notre site, Benoît Carré la transcription de notre compendium, et que Christian Sori et Laurie Galigani, Christian pour l'école alsacienne et Laurie Galigani pour Nouvelles Écoutes, ont assuré l'enregistrement de cette émission. Je remercie une nouvelle fois l'école alsacienne de son accueil et de sa disponibilité, et je remercie le public qui est abondant et nous a soutenus aujourd'hui.